Je croyais autrefois que la pire douleur qu'un parent puisse infliger à son enfant était la déception. J'avais tort. C'est le moment où ils décident que vous ne leur appartenez plus et qu'ils en sont fiers. Le soir de mon dîner de remise de diplôme, mon père, François Dubois, fit glisser une enveloppe blanche sur la table comme s'il finalisait un accord commercial. Ma mère, Isabelle, redressa ses perles. Ma sœur, Chloé, leva son téléphone en murmurant « Elle va craquer ». Le restaurant se tut. Les fourchettes restèrent en l'air. J'ouvris l'enveloppe. Du papier épais, de l'encre noire, 4 signatures, une seule phrase qui brisa quelque chose de profond en moi. Nous, la famille Dubois, renonçons par la présente à tous les liens parentaux avec Émilie Dubois. Mon cadeau de diplôme. Ma mère me regardait, s'attendant à des larmes. Mon père attendait que je m'effondre. Au lieu de cela, je pliai les papiers, les plaçai dans mon sac et dis la seule chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, merci, parce qu'aucun d'eux ne savait qui allait prononcer mon nom ensuite. Grandir dans la maison Dubois ressemblait moins à faire partie d'une famille qu'à être évalué par un jury. Tout, chaque geste, chaque respiration, chaque réussite était mesurée, pesée, comparée, et d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que je faisais, je me sentais toujours insuffisante. Mon père, François Dubois, n'était pas un père au sens traditionnel du terme. Il ne s'intéressait pas aux sentiments. Il s'intéressait aux résultats. Quel est le retour sur investissement de tes choix, Émilie, m'avait-il dit un jour quand je lui avais annoncé que je voulais faire de la science des données. J'avais 16 ans. Ma mère, Isabelle, n'était pas différente, sauf qu'elle dissimulait son jugement derrière un sourire poli et des robes parfaitement repassées. Elle aimait dire « Nous élevons des vainqueurs dans cette famille », tandis que son regard glissait au-delà de moi pour se poser sur ma sœur aînée, Chloé, le chef-d'œuvre des Dubois. Chloé s'adaptait sans effort à leur moule. Cheveux brillants, notes parfaites, charme désinvolte. Si les Dubois organisaient un dîner, j'étais toujours présentée en dernier. Voici Émilie, disait ma mère avec cette inflexion apologétique. Elle cherche encore sa voix. Je détestais cette phrase. Elle me traitait comme une phrase inachevée. Les invités hochaient poliment la tête avant de se tourner vers Chloé, l'interrogeant sur ses stages, ses séances de mannequinat, son brillant avenir. Pendant ce temps, je me tenais à côté de la tour de champagne, retenant mon souffle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, me pose une question réelle. Cela arrivait rarement. À la maison, les dîners étaient encore pires. La salle à manger sentait le cèdre poli et les attentes silencieuses. Le lustre au-dessus de la table projetait une lumière fragmentée sur les assiettes, faisant ressembler tout le monde à des reflets dans un verre brisé. Mon père parlait chiffres et fusions. Ma mère parlait gala de charité. Chloé parlait d'elle-même. J'ai appris très tôt à garder la voix basse, mes questions plus discrètes, et mes rêves invisibles. Un soir, quand j'avais 19 ans, je trouvai le courage de parler. « Papa, on m'a proposé un poste d'assistante de recherche, dis-je doucement. Il ne leva pas les yeux de son vin. Non rémunéré pour l'instant, mais alors ce n'est pas une réussite. Chloé sourit derrière son verre d'eau. Je me souviens avoir serré ma fourchette si fort que mes jointures blanchirent. Je me souviens avoir voulu me lever, repousser ma chaise, crier que le succès n'est pas toujours immédiat, que la valeur ne se mesure pas seulement en euros. Mais je ne le fis pas car dans la maison Dubois, le silence n'était pas seulement attendu. C'était une question de survie. Cette nuit-là, je restai éveillée dans ma chambre, fixant le plafond. Les murs étaient minces. J'entendais mes parents féliciter Chloé pour sa discipline, son potentiel, son éclat. Et dans cette obscurité, je réalisais quelque chose qui me suivrait pendant des années, je n'étais pas la fille dont ils se vantaient. J'étais la fille qu'ils avaient effacée. Mais être effacé a une étrange conséquence. On apprend à se construire discrètement, régulièrement, à partir des morceaux qu'ils n'ont pas su remarquer. Et un jour, ces morceaux deviennent plus tranchants que leur jugement. Les gens supposent qu'être la discrète signifie que vous n'essayez pas, que vous ne vous battez pas. Mais être discret ne signifie pas être faible. Être discret signifie simplement que personne n'a pris la peine d'écouter. Pendant ma 2e année de licence à l'université, j'ai commencé à accumuler les réussites comme une armure, bourse d'études, bourse de recherche, prix académiques.
S'il y avait un concours, je postulais. S'il y avait une conférence, j'y assistais. Je vivais tellement à la bibliothèque que les gardiens de nuit ont commencé à apprendre ma commande de café. Un après-midi, j'ai transmis un email à mes parents. J'avais gagné un prix national d'excellence, le top 1%. Cela me semblait quelque chose d'énorme, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ma mère a répondu 6 heures plus tard, « Félicitations, ma chérie. Occupée aujourd'hui. On en parlera plus tard. » Nous ne l'avons jamais fait. Chloé me trouva dans la cuisine ce week-end-là, appuyée contre le comptoir en marbre comme si elle possédait le sol sous ses pieds. « MMMH, dit-elle en rejetant ses cheveux parfaits. Tu es intelligente. » D'accord. Je veux dire, intelligente comme une intello. Mais tu n'es pas le genre d'intelligente qui se fait remarquer. Je me figeai. Remarquer par qui? Par n'importe qui d'important, dit-elle avec tant de désinvolture, comme si c'était un fait bien connu. Puis elle s'éloigna d'un pas chaloupé pour une autre séance photo caritative, du genre où elle souriait aux caméras et prétendait vouloir aider malgré n'avoir jamais travaillé un seul emploi au salaire minimum de sa vie. J'aurais dû m'y habituer à ce moment-là, mais chaque fois qu'il me rejetait, une petite partie de moi se brisait et une autre s'endurcissait. À peu près à cette époque, mon professeur, le docteur Dupont, m'approcha après le cours. « Émilie, avez-vous déjà envisagé de travailler sur la recherche en IA appliquée ?» Je clignai des yeux. « Moi ? » ?»« Oui, vous. Vous voyez des modèles que d'autres ne voient pas. J'ai un projet. Je pense que vous seriez parfaite pour ça. » Ce moment a tout changé. J'ai rejoint une petite équipe, juste moi, Manon et Lucas, travaillant sur une IA de routage prédictif pour les entreprises de logistique. Ce n'était pas glamour, mais c'était significatif. Nous passions des nuits à manger des pizzas froides, à coder jusqu'au lever du soleil, à nous disputer sur les algorithmes, à rire des bugs dans le système. C'était la première fois depuis des années que je me sentais égale, vue. Bien sûr, ma famille ne comprenait pas. Un soir de dîner dominical, ma mère me demanda comment se passaient mes études. Je lui parlais du projet d'IA. Elle cligna des yeux de foi, confuse. « IA logistique, dit-elle. Est-ce que quelqu'un s'en soucie vraiment ? » Mon père ne leva pas les yeux de son téléphone. « Émilie, si tu consacres autant de temps à quelque chose, assure-toi que c'est rentable. »« Ça le sera, dis-je doucement. » Il fredonna ce genre de son dédaigneux qui disait qu'il ne me croyait pas. Plus tard cette nuit-là, dans ma chambre, je regardais mon ordinateur portable ouvert, des lignes de code brillant en bleu. Cela ressemblait à un monde différent de celui d'en bas. Un monde où les gens construisaient des choses, créaient des choses au lieu de démolir les autres. Mes efforts n'étaient pas suffisants pour eux, mais ils construisaient quelque chose de plus grand que leur approbation. Morceau par morceau, ces efforts deviendraient la chose même qu'ils n'auraient jamais vu venir. 2 jours avant la remise des diplômes, le chat de groupe familial s'illumina, 3 bulles, 3 noms. François, Isabelle, Chloé, un message apparut, dîner de remise de diplôme pour Émilie, maison Aurélia, 19h. Tenue correcte exigée. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste des ordres. J'ai cliqué sur le lien de réservation par habitude. La liste des invités est apparue, Dubois, François, Dubois, Isabelle, Dubois, Chloé. Il n'y avait pas de Dubois, Émilie. Mon propre dîner de remise de diplôme, et je n'étais pas sur la liste des invités. Au début, j'ai cru que c'était une erreur, un bug, un problème de formatage. Puis, Chloé m'a envoyé un message privé, « Ne t'inquiète pas trop ». Cette phrase s'est installée dans ma poitrine comme un poids, comme si elle savait exactement ce qu'elle disait et exactement ce qui allait arriver. J'ai regardé le téléphone pendant longtemps, attendant un message de suivi. Quelque chose de normal, quelque chose de fraternel. Rien n'est venu. Cette nuit-là, mon appartement semblait plus froid que d'habitude. J'étais assise au bord de mon lit, faisant défiler de vieilles photos de famille, les portraits du bois soigneusement mis en scène. Noël, brunch de Pâques, Chloé au centre, papa avec une main fière sur son épaule, maman inclinée vers l'appareil photo le plus proche, et moi, Émilie Dubois, toujours légèrement sur le côté, à moitié éclairée, à moitié vue, à moitié incluse.
Il y avait une photo dont je ne pouvais pas détacher les yeux. Chloé, souriante, tenant sa lettre d'acceptation à la Sorbonne. J'étais derrière elle, floue en arrière-plan, tenant le sac de l'appareil photo, pas sous les projecteurs. Toute mon enfance pourrait être résumée par cette photo. J'ai fermé la galerie, les rouvertes, les fermées, les rouvertes. Ça m'a frappé avec une clarté si nette que ça a ressemblé à une coupure. Ma famille se préparait depuis des années à me supprimer. Les signes avaient toujours été là. La façon dont papa évitait le contact visuel quand je mentionnais mes recherches. La façon dont maman félicitait Chloé publiquement mais me félicitait en privé seulement quand personne ne pouvait entendre. La façon dont Chloé disait « notre famille » comme si je n'en faisais pas partie. Le subtil réarrangement des chaises, les moments où il s'attribuait le mérite du succès de Chloé mais traitait le mien comme des accidents. Je ne m'étais juste jamais permis de le croire. Mais maintenant, en voyant mon absence sur cette liste de réservation, mon propre dîner, je compris quelque chose de brutal. Il ne prévoyait pas de me célébrer. Il prévoyait de se séparer de moi. Je me souviens d'avoir serré le bord de mon bureau alors que les lumières de la ville vacillaient contre ma fenêtre. Les voitures passaient en dessous, chacune me rappelant que le monde extérieur continuait de bouger, même quand le vôtre s'écroulait. Ma boîte de réception bourdonnait de mails, de félicitations de professeurs, d'offres de stage, de demandes de projets, toutes des réalisations qu'ils n'avaient jamais vues ou ne s'étaient jamais souciés de voir. Pendant un instant, je ressentis une piqûre dans la poitrine, un chagrin silencieux pour la famille que je pensais avoir. Mais en dessous, quelque chose d'autre bougeait, quelque chose de dur, de stable, une pensée, s'il se préparait à quelque chose, moi aussi. Le dîner ne se passerait pas comme il s'y attendait. Pas cette fois. J'en avais assez d'être la fille reléguée sur le côté du cadre. Le matin après ce choc de réservation, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, avant le soleil, avant le bruit, avant que les doutes n'aient la chance de ramper dans ma tête. Mon appartement était sombre, peint de douces lignes bleues provenant des lampadaires extérieurs. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne m'étouffait pas. Il m'étudiait. Une notification de mail clignota sur mon écran. Objet, mise à jour de la remise des diplômes. Émilie Dubois sélectionnée comme oratrice étudiante. Mon souffle se coupa. Le docteur Dupont m'avait nominé pour le prix des jeunes innovateurs et pour le discours de remise des diplômes, quelque chose que l'université n'accordait qu'à un seul étudiant chaque année. J'ai relu l'email 3 fois jusqu'à ce que les mots me semblent réels. Quelques instants plus tard, mon téléphone vibra de nouveau. Docteur Dupont, c'est votre moment, Émilie. Saisissez-le discrètement. Discrètement. Le mot atterrit dans ma poitrine comme une étincelle. Toute ma vie, le silence m'avait été imposé. Maintenant, pour la première fois, je le choisissais et je l'utilisais. Ce jour-là, au lieu de pleurer ou de m'effondrer, j'ai commencé à organiser. Chaque certificat que j'avais obtenu, chaque lettre de bourse, chaque approbation de recherche, chaque ligne de code que j'avais écrite pour le projet d'IA, je les numérisais et classés. J'ai créé des dossiers cryptés, des archives horodatées, des classeurs physiques, non pas pour ma famille, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver que j'avais raison parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Mon travail signifiait quelque chose, mon esprit signifiait quelque chose, et bientôt quelqu'un allait le reconnaître. Manon et Lucas sont venus ce soir-là, les bras chargés de boîtes à emporter et d'une excitation non feinte. Émilie, le modèle d'optimisation est stable, dit Lucas. Les simulations atteignent 14%. C'est un changement majeur pour l'industrie. Manon a presque dansé dans mon salon. Nous présentons la semaine prochaine et croyez-moi, les entreprises nous regardent. Je leur ai parlé du dîner, de la réservation, de l'absence de mon nom. Manon s'est figée à mi-bouchée. Ils ne t'ont pas incluse à ton propre dîner de remise des diplômes, marmonna Lucas. Ta famille est folle. J'ai ri doucement, non pas par humour, mais par libération. Pour une fois, je ne les défendais pas. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai préparé une tasse de café frais et me suis assise près de la fenêtre, la pluie traçant des filets sur la vitre comme un discret applaudissement. C'était la première fois que je voyais ma vie non pas comme une série d'échecs aux yeux de mes parents, mais comme une série de victoires auxquelles ils n'avaient jamais prêté attention, et cela me donnait du pouvoir.
J'ai réorganisé mon bureau, alignant tout avec une précision presque cérémoniale. Mon ordinateur portable au centre, mes dossiers empilés par ordre d'importance, mes notes de projet disposées comme des tremplins vers quelque chose de plus grand. Puis j'ai glissé 2 documents dans un élégant dossier gris, un que j'avais acheté il y a des années, mais que je n'avais jamais utilisé parce que je sentais que je n'avais rien d'assez digne à y mettre. Maintenant, j'en avais plus qu'assez. Alors que minuit approchait, je me suis murmuré, s'ils s'attendent à ce que je m'effondre, c'est qu'ils ne font pas attention. Et peut-être qu'ils n'en ont jamais fait, mais le monde allait bientôt le faire car discrètement, très discrètement, j'avais commencé à m'élever. La semaine du symposium des startups de l'université était comme se tenir au bord d'une falaise. Terrifiante, exaltante et irréversible. Chaque soir précédant l'événement, je répétais ma présentation jusqu'à ce que ma voix se casse. Je pratiquais les transitions, affinais les visuels, corrigeais les modèles de données et déboguais le code jusqu'à ce que le ventilateur de mon ordinateur portable sonne comme un hélicoptère. Le matin de l'événement, Manon me tendit un café avec un sourire tremblant. Prête à changer ta vie, ajouta Lucas. Ou du moins à détruire le marché de la logistique tel que nous le connaissons. Je souris, mais mon estomac se tordit. Debout en coulisses, j'entendais les applaudissements étouffés de la présentation de l'équipe précédente. Leur idée avait été impressionnante, mais la réaction du public semblait différente, polie, tiède. Quand mon nom fut appelé, la pièce devint étrangement silencieuse. Je marchai vers le centre, la lumière du projecteur chaude sur mon visage, et cliquai sur la première diapositive. Je suis Émilie Dubois, commençai-je. Et c'est un système qui ne se contente pas de prédire des trajets, il prédit des économies. Je montrai les graphiques, les simulations, les réductions de coûts, mais la pièce ne réagit pas avant que j'atteigne la démonstration en direct. Les chiffres s'actualisèrent à l'écran. Coût du carburant en baisse de 14,3%. Temps de livraison en baisse de 11,8%. Marge d'erreur proche de 0. Puis le silence, lourd, électrique. Et soudain, des applaudissements. Pas polis, pas tièdes, mais forts, réels. Quand les lumières se rallumèrent, un homme grand en costume de charbon sur mesure se tenait près de la scène, me regardant avec un air que je ne pouvais déchiffrer. Il s'approcha lentement, fendant la foule. « C'est vous qui avez construit ça ?» Sa voix était grave, stable. « Chaque ligne de code, dis-je, le cœur battant. » Il tendit la main. Daniel Bernard, PDG de Brookstone Logistique. Mon souffle se coupa. Brookstone était l'une des plus grandes entreprises de logistique en France. Votre modèle est disruptif, dit-il. Mais plus important encore, il est juste. Il privilégie l'efficacité sans exploiter les chauffeurs ni imposer des délais irréalistes. Je clignai des yeux. Personne dans ma famille ne m'avait jamais félicité d'une manière qui me faisait me sentir vue, mais cet étranger le fit après 5 minutes. Nous nous rencontrâmes de nouveau l'après-midi suivant, puis encore 2 jours plus tard. Lors de la 3e réunion, Daniel fit glisser un dossier sur la table du café, de la même manière que mon père ferait un jour glisser une lettre de désaveu sur une table de dîner. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention. Brookstone Logistique voulait acquérir notre technologie pour 6,5 millions d'euros, et m'offrait un poste de directrice de l'optimisation après la remise des diplômes. Je regardai le chiffre jusqu'à ce qu'il se trouble, mes mains tremblantes. « Pourquoi moi ?» murmurai-je. Daniel se pencha en avant. « Parce que vous avez construit quelque chose de brillant pendant que les gens autour de vous ne le remarquaient pas. Et cela dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Pendant un instant, je ne pus parler. Personne n'avait jamais présenté ma lutte comme une force. Quand j'ai enfin signé le document, une vague de calme m'a envahi. Pas de triomphe, pas de fierté, mais un équilibre. C'était la vie que j'avais construite à partir du silence. La semaine prochaine, ma famille me remettrait leur lettre. Mais j'avais déjà la mienne, et elle valait bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La nuit précédant mon dîner de remise des diplômes, la ville derrière ma fenêtre bourdonnait de la chaleur estivale et du trafic lointain. À l'intérieur, mon appartement était étrangement immobile, comme si le monde s'était arrêté juste assez longtemps pour que je puisse respirer avant que tout ne change. J'ai étalé les documents sur mon bureau, la lettre d'intention signée, l'accord d'acquisition,
le résumé d'évaluation officiel, le contrat de travail, tous estampillés, tous scellés, tous réels. Le même genre de papier que mon père vénérait, sauf que ceci ne venait pas de lui. Ceci venait de moi. J'ai glissé chaque document dans l'élégant dossier gris que j'avais acheté des années auparavant, mais que je n'avais jamais jugé digne d'utiliser. Ce soir, il avait enfin un but. Mes mains bougeaient plus lentement que d'habitude, presque de manière cérémoniale, comme si je savais que je préparais des preuves pour un procès, un où je n'étais pas l'accusé, mais le témoin de ma propre renaissance. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère, à demain, ma chérie. Grande soirée. Je regardais les mots, goûtant l'amertume sous-jacente. Grande soirée. Elle n'avait pas tort, mais pas pour la raison qu'elle pensait. J'ai préparé ma tenue pour demain. Un blazer marine, un haut blanc impeccable, des bijoux discrets, rien de tape à accent grave-l'œil, juste intentionnel, professionnel, le genre de look qui disait « Je n'ai pas besoin de votre approbation ». J'ai apporté la mienne. Puis vint la partie la plus difficile. J'ouvris le tiroir près de mon lit et en sortis une vieille carte d'anniversaire. Celle que mes parents m'avaient donnée pour mes 10 ans. Le devant avait une étoile pailletée. À l'intérieur, de l'écriture de ma mère, à notre petite rêveuse. J'aimais ce surnom jusqu'à ce que je réalise qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Ils aimaient l'idée d'une enfant rêveuse, pas d'une femme déterminée. Je posai la carte à côté du dossier. Passé et présent, côte à côte. L'un écrit dans la fantaisie, l'autre ancré dans la preuve. Un coup frappé me fit sursauter, Manon et Lucas, les bras chargés de collations de fin de soirée. On ne te laissera pas paniquer seul, déclara Manon, entrant en force. Lucas jeta un sac de chips sur la table. Ça va? J'hésitai, puis hochai la tête. Demain, ils vont montrer leur vraie couleur. Manon renifla comme si elle ne l'avait pas déjà fait. Nous avons ri, mais il y avait une douleur en dessous. Quand ils partirent, j'ai tamisé les lumières et suis retournée à la fenêtre. La ville brillait chaleureusement, vivante, indifférente. La vue me fit réaliser quelque chose. Ma famille n'avait jamais été le centre de mon monde. Ils étaient juste le bruit le plus fort dans celui-ci. Et demain, ce bruit allait enfin se taire. J'ai pris le dossier gris, le tenant près de moi un instant avant de le glisser doucement dans mon sac. Qu'ils me donnent leurs lettres. Qu'ils pensent qu'ils mettent fin à quelque chose parce qu'en moins de 24 heures, ils allaient découvrir la vérité. Je n'avais plus besoin d'une famille pour me valider. J'avais construit un avenir qui se tenait seul. Fort, documenté, indéniable. La tempête arrivait. Mais pour la première fois, ce n'était pas moi qui allais être emporté. Le jour de la remise des diplômes, j'ai eu l'impression de sortir au soleil après des années passées sous terre. Mais cette chaleur n'a pas duré longtemps. Le soir, je me tenais devant la maison Aurélia, le restaurant que mes parents adoraient. Nappe blanche, lustre doré, musique de violon assez douce pour vous faire chuchoter. J'ai lissé mon blazer, contrôlé ma respiration, et suis entrée. L'hôtesse leva les yeux. Réservation, famille Dubois, dis-je. Elle a scanné la liste et a hésité, exactement comme je m'y attendais. Mon nom n'y était pas, mais elle a forcé un sourire. Par ici, mademoiselle Dubois. L'hésitation dans sa voix disait tout. La salle à manger brillait sous des lustres en forme de cascade gelée. Et à la table du fond, ma famille était assise sous ce halo de lumière coûteuse. Mon père, François, leva la main avec la chaleur feinte qu'il réservait à ses collègues. Ma mère, Isabelle, rayonnait comme une politicienne. Et Chloé, elle a immédiatement orienté son téléphone, la caméra déjà en marche. Je marchais lentement vers eux, chaque pas résonnant plus fort que le violon. Émilie, ma chérie, roucoula ma mère, se levant pour m'embrasser l'air près de la joue. Quelle grande soirée! Assieds-toi, dit mon père comme s'il donnait un ordre à un employé. Je m'assis sur la chaise. Mes mains restèrent jointes sur mes genoux, stables, illisibles. Un serveur apparut instantanément, déposant une enveloppe blanche immaculée près de mon assiette. Je savais déjà, mais mon père avait besoin de sa performance. Il s'éclaircit la gorge. Émilie, commença-t-il.
Nous avons réfléchi à l'avenir. Ma mère intervint, ses perles captant la lumière. Tes choix ne se sont pas alignés sur la direction de la famille, ajouta Chloé. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. Elle le dit avec un sourire assez aiguisé pour couper du verre. Mon père tapota l'enveloppe. C'est de notre part à tous. Chloé leva son téléphone plus haut, murmurant, ça y est. Elle va craquer. Le restaurant entier se tut, sentant le drame. Je pris l'enveloppe. Le papier était épais, coûteux, formel, juridiquement contraignant. À l'intérieur, un document de désaveu complet. 4 signatures, chaque lien coupé, chaque dette annulée, chaque connexion effacée, mon cadeau de remise des diplômes. Je posai doucement le papier. Ma mère se pencha en avant. Émilie, dit quelque chose. Alors je le fis. Merci. Le mot frappa la table comme un couteau tombé. Mon père cligna des yeux. Ma mère se raidit. Le téléphone de Chloé vacilla. Pardon ? Demanda mon père. J'ai dit, merci. Je pliai le document 1 fois, 2 fois. Calme, délibéré. Cela rend les choses plus faciles. Leur confusion fut instantanée et délicieuse. Avant qu'ils ne puissent se reprendre, je fouillai dans mon sac et plaçai mon dossier sur la table. Gris, propre, lourd. Ma mère fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Je l'ouvris vers eux. La première page brillait sous le lustre. Accord d'acquisition Brookstone Logistique. 6,5 millions d'euros. Émilie Dubois, directrice de l'optimisation. Chloé halta si fort que les têtes se tournèrent. Mon père se pencha plus près, l'incrédulité crispant sa mâchoire. Ça. Ce n'est pas réel. C'est très réel, dis-je doucement. La voix de ma mère se brisa. Tu as vendu quelque chose sans nous ? J'ai construit quelque chose, corrigeai-je. Et puis je l'ai vendu. Chloé feuilletait les pages maintenant. Le souffle court. Ce Daniel Bernard. Le Daniel Bernard. Il a signé ça. Je tapotai doucement le coin inférieur. Regardez attentivement. C'est sa signature. Le visage de mon père pâlit. Il me regarda de la même manière que les gens regardent des étrangers qu'ils ont sous-estimés. Émilie, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Je le regardai, laissant le silence répondre pour moi. Parce que vous n'avez jamais demandé. Parce que vous ne vous en êtes jamais soucié. Parce que vous n'avez jamais cru. Mais tout ce que je dis fut, vous m'avez appris que les résultats comptaient. Alors voici mes résultats. Ma mère secoua la tête, incrédule. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas que tu faisais tout ça. Vous n'avez jamais regardé. Mon père déglutit difficilement. Émilie, peut-être devrions-nous reconsidérer. Je fermai le dossier. Le léger clic fut plus fort que n'importe quel cri. Gardez votre lettre, dis-je, faisant glisser les papiers de désaveu vers eux. J'ai déjà la mienne. L'ironie flottait dans l'air comme du verre brisé. Le téléphone de Chloé n'enregistrait plus. Elle l'avait lentement abaissé, comme si elle assistait à sa propre défaite. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait pas de mots. Ma mère n'avait pas de sourire. Chloé n'avait pas de public. Je me levai. Cette famille ne m'a jamais vue, dis-je, la voix ferme. Mais le monde l'a fait. Je me détournai. Derrière moi, j'entendis ma mère murmurer, « Qu'est-ce qu'on fait ?» Mon père murmura en retour, « Rien. Il n'y a rien à faire. » Leur silence me suivit à travers le restaurant. Pas lourd, pas douloureux, mais satisfaisant. Je sortis dans l'air chaud de la nuit, mon cœur battant doucement, puissamment. Les lampadaires brillaient. Le monde me semblait plus grand, plus léger, enfin mien. Derrière moi, à l'intérieur du restaurant, ma famille restait figée sous l'éclat du lustre, exactement là où elle avait essayé de me garder toute ma vie. Mais j'étais partie, et je ne reviendrai pas. L'air nocturne devant la maison Aurélia était différent, comme si le monde avait changé d'1 degré. Et seul moi l'avais remarqué. Je restai un instant sur le trottoir, laissant la brise fraîche m'envelopper, me ramenant à la réalité après la tempête que je venais de traverser.
Mon téléphone vibra. Un message de Chloé. Émilie, s'il te plaît. On peut parler? Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Ce n'était pas censé arriver. Je fixais le message, les poings clignotant comme si elle cherchait désespérément la rédemption. Je posais mon téléphone face cachée. Pour une fois, le silence n'était pas quelque chose qui m'était imposé. C'était quelque chose que je choisissais. Je rentrais chez moi lentement, chaque pas plus léger que le précédent. La ville bourdonnait autour de moi, les camions de livraison dépassant les voitures, le grondement lointain d'un train. Des sons ordinaires, des sons honnêtes, rien à voir avec la perfection artificielle du monde de ma famille. Quand j'atteignis mon appartement, les lumières du couloir vacillèrent doucement. J'ouvris la porte, entrai et exhalai une longue et régulière respiration. J'avais l'impression d'avoir retenu ma vie entière. Je posai mon sac sur le comptoir et le dossier gris à côté. Les documents à l'intérieur étaient toujours impeccables, intacts par le chaos du dîner. Mon avenir me semblait identique. Protégé, délibéré, indéniable. Puis je sortis les papiers de désaveu. Je ne les relus pas. Ils ne méritaient pas ça. Je pliai soigneusement les feuilles et les glissai derrière le cadre de mon diplôme nouvellement imprimé. Un endroit discret, presque cérémoniel, ni caché, ni honoré, juste rangé. Preuve du moment où ils m'ont lâché. Et du moment où je les ai lâchés. Je me fis une tasse de thé. La vapeur s'élevait en spirale douce. Pour la première fois, mon appartement ne me semblait pas solitaire. Il me semblait être le mien. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Chloé. Je ne l'ouvris pas. Certaines choses ne sont pas faites pour être répondues. Certaines choses sont faites pour résonner dans le silence. Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai la ville s'étendre au loin, les lumières clignotant en rythme, les gens se déplaçant avec détermination, la vie se déroulant sans hésitation. Et dans la vitre, je me vis reflétée. Non pas la fille oubliée, non pas l'ombre de Chloé Dubois, mais une femme qui sortit d'une pièce conçue pour l'étouffer et respira quand même. Les familles se brisent bruyamment, mais la paix se reconstruit tranquillement. Ils ont mis fin à notre relation, mais j'ai mis fin à leur pouvoir.